Dossier numéro 4. Un homme de 32 ans vous consulte pour des lésions érythémateuses des plis axillaires et inguinaux qui évoluent depuis 2 ans. Question numéro 1. Quel diagnostic syndromique proposez-vous? Quelles en sont les principales étiologies les plus courantes? Une atteinte inflammatoire d'un pli, ça a un nom en dermatologie, ça s'appelle un intertrigo. D'accord? Donc retenez le terme d'intertrigo égale atteinte inflammatoire d'un pli, d'accord? Que ce soit un pli axillaire inguinal, l'ombilique, le nombril c'est un pli rétro-auriculaire, voilà, un pli, quel que soit le pli, inflammatoire égale un intertrigo, sans préjuger de la cause. Donc il s'agissait d'un intertrigo des grands plis axillaires et inguinaux, bilatéral, dites bien bilatéral, parce qu'on vous dit que c'est des deux côtés, bilatéral et probablement symétrique. Comment on raisonne devant un intertrigo? Premièrement, il faut éliminer une infection fongique, d'accord? Champignon qui peut être, premièrement, une dermatophytie. Une dermatophyte donne des intertrigos, des grands plis, souvent asymétriques, un côté plus développé, côté interne ou externe plus développé que l'autre, et des lésions souvent bien limitées à bordure dite circinée, d'accord? Typique de l'intertrigo dermatophytique, qui est très souvent associé à un intertrigo entre les orteils ou une atteinte à champignon, une onychomycose. Autre type d'intertrigo fongique, l'intertrigo candidosique. Il n'a pas le même aspect, il est moins extensif par rapport au fond du pli, mais il a une bordure émiettée, une couronne pustuleuse. La pustule de l'infection candida, c'est une caractéristique sémiologique importante sur un intertrigo. Il est souvent rouge vif et parfois fissuraire. Et plus souvent symptomatique, il peut brûler, favorisé par la macération. Ça peut être donc une infection fongique, dermatophytique ou candidosique. Ça peut être une infection bactérienne, par exemple l'érythrasma, c'est une infection par corynébactérie, qui donne un intertrigo qui est de couleur chamois, d'accord? Un beige orangé chamois, qui fluore parfois en lumière de Wood. Évidemment, on évoque toujours ces hypothèses d'infection en premier. Ensuite, on peut évoquer une atteinte inflammatoire non infectieuse, par exemple un psoriasis des plis. Vous savez que le psoriasis, c'est une pathologie inflammatoire qui donne classiquement dans le psoriasis vulgaire des lésions des coudes, des genoux, parfois de l'ombilique, la région lombosacrée, qui sont dites classiquement érythémato-squameuses, d'accord, rouges, mais avec des signes épidermiques, des squames, donc érythémato-squameuses. Mais il y a parfois ce qu'on appelle le psoriasis inversé, c'est-à-dire qu'au lieu de toucher des zones convexes du corps, les coudes, les genoux, il touche les plis. Quelles sont les caractéristiques de l'intertrigo psoriasique? C'est un intertrigo qui est bien limité, peu extensif, symétrique par rapport au fond du pli, rouge, vif et fissuraire. Voilà les caractéristiques de l'intertrigo psoriasique. Un autre type d'intertrigo, c'est tout ce qui est eczéma de contact ou dermite d'irritation. Quelqu'un qui met des poudres ou des crèmes dans les plis peut déclencher un eczéma de contact ou une dermite caustique, une dermite irritative, qui sont souvent des dermites vésiculeuses. L'eczéma de contact, c'est vésiculeux, souvent émiettées, à bordure émiettée, à distance du pli. Voilà les principales étiologies. Infection bactérienne, fongique, candidosique ou dermatophytique, psoriasis, eczéma ou dermite caustique irritative. Je vous dis que vous retrouvez une lésion similaire, donc un intertrigo, du pli interfessier de l'ombilique. L'ombilique est un pli, je vous le répète. Des lésions squameuses des coudes, quelques ponctuations ingéales. Quel diagnostic est le plus probable et justifié? D'accord. Il fallait donc évoquer un psoriasis, puisque vous aviez des lésions, des lures psoriasiformes érythémato-squameuses, des zones convexes, d'accord, les coudes. Le cuir chevelu, qui est une zone topographique typiquement atteinte et très classique dans le psoriasis. Des lésions ingéales à type de ponctuation qu'on pouvait caractériser comme ponctuation à dés à coudre, d'accord. Et surtout, c'était une pathologie chronique. On vous disait dans l'énoncé que ça évoluait depuis 2 ans. L'infection à champignons, souvent le malade vient avant. Un intertrigo chronique, ça rentre probablement dans une dermatose chronique, comme l'est le psoriasis. Toujours quand vous décrivez, vous raisonnez devant un tel ou tel diagnostic, toujours pensez au diagnostic différentiel. Les signes négatifs, il n'y avait pas d'argument de vésicule, d'accord, ou de pustule pour une infection eczématiforme ou candidosique.
On me demande, est-ce qu'on fait systématiquement des prélèvements mycologiques devant un intertrigo? La réponse est oui, puisqu'on peut avoir la coexistence de plusieurs causes d'intertrigo. Un intertrigo psoriasique, psoriasis inversée, est parfois fortement colonisé, soit à candida, soit à dermatophyte. Donc on fait systématiquement un prélèvement mycologique. Il faut traiter une surinfection mycologique, d'abord localement, puis secondairement, on verra quelle dermatose il reste, quelle dermatose sous-jacente est résiduelle. Que recherchez-vous à l'interrogatoire pour étayer votre diagnostic? Évidemment, vous avez votre patient devant vous, vous lui avez trouvé des lésions qui sont compatibles avec un psoriasis. L'interrogatoire va vous aider. Si votre patient a des antécédents personnels et familiaux de psoriasis ou de maladies associées au psoriasis, des spondylarthrites ankylosantes liées au HLA-B27, des maladies de Crohn, peuvent être des arguments indirects pour un psoriasis. Donc des antécédents familiaux, il y a des familles à psoriasis. Les gènes impliqués dans le psoriasis n'ont à ce jour pas été encore démembrés, mais clairement il y a des familles à psoriasis. L'interrogatoire doit rechercher également le phénomène de Koebner. Le Koebner, qu'est-ce que c'est que le phénomène de Koebner? C'est la reproduction d'une dermatose favorisée par le frottement. Le psoriasis, on retrouve classiquement un phénomène de Koebner. C'est la reproduction de lésions psoriasiques sur une zone traumatisée grattée, donc souvent sur des zones linéaires ou des zones où il y a un frottement, un traumatisme. Chercher une amélioration par le soleil. Classiquement, le psoriasis est amélioré par le soleil, souvent pendant l'été, mais on sait qu'il y a aussi des facteurs psychologiques déclenchants dans le psoriasis, et donc des facteurs psychologiques. Donc souvent, ça s'améliore l'été, d'une part parce que les patients sont en vacances, facteur psychologique, et aussi parce qu'il fait beau et chaud, facteur soleil UV. C'est l'effet anti-inflammatoire des rayons ultraviolets, raison pour laquelle on traite parfois le psoriasis par des rayons ultraviolets. Donc chercher des inducteurs, à part le stress et le phénomène de Koebner, les traumatismes. Qu'est-ce qui peut induire également un psoriasis? Des médicaments, vous devez connaître les grands médicaments inducteurs de psoriasis. Premièrement, les bêta-bloquants. Deuxièmement, le lithium. Troisièmement, les antipaludéens de synthèse. Ce sont les trois principales molécules qui peuvent induire des psoriasis. Secondairement, on peut trouver les AINS, les IEC, l'interféron alpha. Mais retenez lithium, antipaludéens de synthèse, bêta-bloquant. Maintenant, toujours être vigilant dans l'interprétation qu'on fait d'un lien médicamenteux avec telle ou telle éruption. D'accord? Si un malade prend depuis des années des bêta-bloquants ou des antipaludéens pour telle ou telle pathologie et déclenche un psoriasis, la probabilité que ce soit ce médicament qui soit en cause est faible. Maintenant, si un patient n'a jamais pris un médicament, n'a jamais fait de psoriasis, puis il se met à prendre un bêta-bloquant et là il déclenche un psoriasis, oui, l'imputabilité peut être en cause et on peut avoir un bénéfice à changer de molécule afin d'améliorer le psoriasis. Cependant, toujours être vigilant. Le psoriasis, ça reste quand même dans la grande majorité des cas une maladie bénigne, d'accord? Et vous n'avez pas arrêté les bêta-bloquants à un patient coronarien triple ponté qui en a besoin pour son cœur, d'accord? Toujours dans les inducteurs, en plus des médicaments, des facteurs psychologiques, du phénomène de Koebner, l'alcool, d'accord? Vous savez que de plus en plus, le psoriasis, on a tendance à considérer ça non plus comme une simple maladie dermatologique, mais comme une maladie systémique, d'accord, avec parfois associé une obésité, une hypertension artérielle, une dyslipidémie, avec ce qu'on appelle donc un syndrome métabolique, d'accord. Et il y a, dans une proportion non négligeable de cas, une consommation alcoolique, parfois en excès, qu'on sait pouvoir aggraver le psoriasis. Il y a des patients qui le week-end, lorsqu'ils boivent plus, ou lors des périodes de fête, aggravent ou déclenchent leur psoriasis. Question numéro 4. Quelle est votre attitude thérapeutique? Vous devez savoir traiter un psoriasis, que ce soit un psoriasis vulgaire ou un psoriasis des plis. On est devant un psoriasis des plis, donc un psoriasis relativement limité. Un psoriasis limité, moins de 20% de la surface corporelle, un traitement local uniquement va suffire et doit suffire. De même, si vous êtes devant une atteinte cutanée de moins de 20% de la surface corporelle. De quoi on dispose comme traitements locaux dans le psoriasis? Premièrement, les dermocorticoïdes. Pathologie inflammatoire, ça va marcher. On va privilégier les classes fortes et moyennes. On mettra rarement des classes faibles parce qu'on a quand même rarement affaire à des enfants. Les dérivés de la vitamine D, par exemple Devonex, calcipotriol, ça marche dans le psoriasis
plus souvent lors du sevrage en traitement d'entretien. Maintenant, il y a des laboratoires pharmaceutiques très intelligents qui ont créé des crèmes qui associent les deux, à la fois des dermocorticoïdes et des dérivés de la vitamine D. Donc, vous apprenez comme dérivé de la vitamine D, par exemple, le Devonex calcipotriol. Comme association, vous apprenez l'association de bêta-méthasone, betnéval et calcipotriol, c'est le Devobet, D-A-I-V-O-B-E-T. Donc, on continue la question numéro 4. On revient dans les traitements locaux du psoriasis. En plus des dermocorticoïdes, des dérivés de la vitamine D, je vous ai parlé des associations. On a parfois des rétinoïdes locaux qui ont l'AMM dans le psoriasis. Retenez qu'on les utilise quand même très rarement car irritants et ils peuvent déclencher, voire aggraver les psoriasis. Mais ils peuvent marcher surtout dans les psoriasis très kératosiques, où il y a beaucoup de signes épidermiques, des lésions très verruqueuses, kératosiques. N'oubliez pas que les émollients, les traitements et crèmes hydratantes, comme dans toute dermatose inflammatoire sèche, sont bénéfiques. Le fait d'hydrater la peau améliore la peau des malades psoriasiques. Faut-il mettre des antiseptiques? La réponse classique est non, sauf dans les lésions macérées, notamment des plis, où les antiseptiques peuvent être bénéfiques pour éviter une surinfection essentiellement bactérienne. Donc là, il fallait privilégier des dermocorticoïdes, plutôt de formule galénique crème, qui s'étale mieux dans les plis plutôt que la pommade. La poudre, on évite parce que ça irrite. Donc des dermocorticoïdes en crème, par exemple diprozone ou nérizone, plutôt en classe moyenne. Parfois, on peut mettre une classe forte. Mais ne prescrivez pas du tridézonite ou du leucaprède dans ce genre de lésions, parce que ça ne va clairement pas marcher suffisamment. Les dérivés de la vitamine D, on pouvait les prescrire soit séparément, soit en association, Devonex ou Devobet, à posologie progressivement décroissante après blanchiment. Au début une fois par jour, puis après blanchiment, décroissance progressive. Les émollients, c'était évidemment indiqué. Les lésions des plis, classiquement, ne sont pas des bonnes candidates à ce qu'on appelle la puvathérapie. Vous savez qu'à part les traitements locaux, lorsque les lésions résistent aux dermocorticoïdes ou dépassent 20% de la surface corporelle, on peut être amené à prescrire des traitements par voie, des traitements dits généraux du psoriasis, dont la puvathérapie. Mais évidemment, la puvathérapie, c'est mettre le malade au soleil dans une cabine. Ce n'est pas dénué de tout risque, ça expose quand même au risque de cancer cutané, de photosensibilité, etc. Mais surtout, ça marche moins bien lorsque le psoriasis touche les plis, parce que les plis sont moins bien exposés aux UV dans la cabine. Vous devez connaître également d'autres molécules qui marchent dans le psoriasis, comme le soriatane, qui est un rétinoïde, le méthotrexate, qui est un immunosuppresseur, qui sont indiqués donc, dans les atteintes soit articulaires pour le méthotrexate, soit cutanées pour le méthotrexate et le soriatane, à plus de 20% de la surface corporelle. On me demande, est-ce qu'on doit biopsier un malade qui a un psoriasis? Classiquement, retenez que le psoriasis, c'est une dermatose, donc le diagnostic est cliniquement facile, et que dans la grande majorité des cas, vous n'aurez pas à biopsier un psoriasis. Vous devez quand même connaître les aspects histologiques de psoriasis, puisqu'on a une papillomatose, une hyperacanthose, un épaississement de la couche granuleuse, et parfois des petits infiltrats polynucléaires qu'on appelle les microbes Saburo dans le derme. C'est l'histologie du psoriasis, mais retenez que dans la grande majorité des cas, on ne va pas avoir à biopsier, c'est uniquement en cas de doute diagnostique. Par contre, faire un prélèvement mycologique sans biopsier, oui, ça, on le fait très fréquemment. On me demande si le phénomène de Koebner peut survenir sur une cicatrice opératoire. La réponse est oui. Le phénomène de Koebner, c'est, je vous le répète, reproduction de la dermatose sur une zone traumatisée. Notamment, oui, une cicatrice, c'est possible. Retenez aussi que le phénomène de Koebner n'est pas spécifique du psoriasis. Si on vous parle de Koebner dans un dossier, ce ne sera pas forcément un psoriasis, ça se voit dans d'autres pathologies, le lichen plan, le pemphigus. Voilà. Mais retenez que c'est surtout quand même le psoriasis. Je vous demande les principales complications susceptibles de survenir. Quand vous répondez à ce type de questions, essayez de structurer votre réponse, de différencier les complications locales et les complications générales. En complications locales, je vous ai dit, l'intertrigo psoriasique peut se surinfecter par des bactéries, staphylocoque ou corynébactéries, voire sympétigéniser, parce que ça peut faire gratter. On vous dit classiquement que le psoriasis ne gratte pas. Cependant, c'est faux, ça peut faire gratter. Ce n'est pas la dermatose qui gratte le plus classiquement, mais ça peut faire gratter. Une surinfection virale, on peut greffer de l'herpès sur un intertrigo des plis, faire ce qu'on appelle un Kaposi Juliusberg sur un intertrigo des plis psoriasiques. Il n'y a pas que l'eczéma qui se surinfecte à herpès. Et une surinfection fongique, candida ou dermatophyte. Donc retenez, le risque d'un intertrigo psoriasique
c'est la surinfection, mais ça c'est propre au pli. Les autres complications locales, c'est la complication des dermocorticoïdes. Si on les utilise pendant longtemps, en plus du risque d'infection, on peut atrophier la peau, donc une atrophie locale cutanée. Pour les complications générales, évidemment, un malade, vous savez que le psoriasis est une maladie très hétérogène. Le malade peut rentrer dans la maladie psoriasique par une petite lésion du cuir chevelu, des coudes et des plis, et puis être le lendemain ou quelques jours après érythrodermique, avoir une érythrodermie psoriasique, autrement plus embêtante, voire aller vers des formes frontières de chevauchement, vers des psoriasis pustuleux, voire des rhumatismes psoriasiques. D'accord. Donc, évolution vers une autre forme particulière de psoriasis, érythrodermie psoriasique, psoriasis pustuleux, rhumatisme psoriasique. Retenez que le plus souvent, le psoriasis précède l'atteinte rhumatismale, mais que dans 15% des cas, c'est l'atteinte rhumatismale qui précède l'atteinte cutanée. On me demande si le fait de ne pas traiter le psoriasis augmente le risque d'atteinte rhumatismale. La réponse est non. Le plus souvent, l'évolution est indépendante. Maintenant, évidemment, l'atteinte rhumatismale sera importante à prendre en compte puisque les traitements, si vous avez un psoriasis cutané limité avec une grosse atteinte articulaire, vous n'allez pas vous embêter à badigeonner de crème, vous utiliserez plutôt un traitement systémique, actif à la fois sur la peau et sur les articulations, c'est-à-dire par exemple du méthotrexate ou des biothérapies anti-TNF. Retenez que le soriatane ne marche pas dans l'atteinte rhumatismale. Retenez également, toujours dans les complications, que le psoriasis est une maladie à composante psychologique importante, qu'il y a des facteurs déclenchants psychologiques, avec parfois une consommation alcoolique, et une hyperconsommation alcoolique ou bien des troubles anxio-dépressifs liés au psoriasis peuvent faire partie des complications qui sont susceptibles de survenir. Donc on continue la question numéro 6 de ce dossier numéro 4. On a donc parlé des complications évolutives locales ou générales potentielles de cette dermatose qui était le psoriasis, ici dans sa forme inversée. Je vous dis que vous revoyez le patient quelques semaines plus tard. Cette fois-ci, il a des lésions inguinales érythémateuses, inguinales donc toujours un intertrigo, extensif pustuleux cette fois-ci, le terme pustule sémiologique est important, extension périnéale, donc extension à distance des plis. Que suspectez-vous, que proposez-vous comme traitement? D'accord. Un intertrigo, c'est une zone potentiellement macérée, vous l'avez traité par des dermocorticoïdes, vous avez une dermatose extensive à distance du pli pustuleuse, il fallait évoquer une candidose inguinale et périnéale, donc un intertrigo candidosique à extension périnéale, en fait la surinfection par Candida albicans, favorisée d'une part par la topographie inguinale proche du périnée, qui est une source de contamination par Candida albicans, et favorisée par les dermocorticoïdes, évidemment ça favorise l'infection fongique. Le traitement, premièrement, c'est supprimer le facteur déclenchant, donc sevrer progressivement un dermocorticoïde, peut-être pas trop brutalement, afin de ne pas favoriser un effet rebond du psoriasis, qui est toujours là, probablement, il y a les deux, il y a psoriasis plus candida, d'accord. Donc sevrage progressif des dermocorticoïdes. Localement, le traitement d'une infection par Candida albicans, c'est des topiques à base d'imidazolé, Amicorp, Pévaril, Fonx, Kétoderme, en crème, puisque la crème c'est plus fluide et plus facilement applicable dans les plis, et également sur l'extension périnéale de l'atteinte cutanée. Sur les lésions suintantes, on peut appliquer éventuellement un petit peu d'éosine ou de nitrate d'argent qui ont un potentiel antiseptique et asséchant. Ce qui est important à retenir, comme on vous dit qu'il y a une atteinte périnéale, il faut savoir que le candida il vient des selles, d'accord? Donc il faut décontaminer un foyer potentiel digestif par de la fingisone orale, une cuillère à café 3 fois par jour, et ce pendant 3 semaines à avaler pour décontaminer toute la flore candida du tube digestif qui, autour de l'anus, réensemence en permanence l'intertrigo. Les dermocorticoïdes ne sont repris qu'à distance du guérison de l'infection. Voilà. On sait que le Candida albicans adore aussi lorsque le pH local est acide, donc on peut privilégier une toilette avec des laits de toilette alcalins, notamment lait de toilette hydralin, classiquement utilisé dans les candidoses vulvaires ou génitales.